Hello, everyone. Welcome back to panel 3. This is our last Bonjour à panel. tous. Nous allons commencer le troisième panel qui portera sur les options en matière de politique étrangère dans la foulée de l'accord entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni. Dan Newman et Stephanie Carvin prendront la parole. D'abord, des options en matière de politique étrangère dans la foulée de l'accord Australie-Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande. Madame Carvin détient un doctorat de l'Université London School of Economics. En 2009, elle était professeure visitante à à la faculté de droit de George Washington. Elle a travaillé comme consultante pour le département de la défense des États-Unis ainsi que pour le projet d'aide humanitaire en droit international de la Croix-Rouge. Elle a travaillé comme analyste au sein du gouvernement du Canada en se concentrant sur les questions de sécurité nationale. Elle a aussi travaillé à l'Université d'Ottawa. Madame Carbon, à vous la parole. Merci beaucoup de l'invitation. Les conférenciers ont été très bons. Ça a été un plaisir d'entendre leur présentation. Et donc, je vais utiliser ce qu'ils ont dit dans ma propre présentation. Première diapositive, s'il vous plaît. Page suivante. Donc, je l'appelle AUKUS. C'est A-U-K-U-S, je l'appelle AUKUS car c'est plus facile de le dire comme ça. Et donc, il y a eu pas mal de colère entourant cet accord. Je ne veux pas le qualifier d'alliance. En septembre 2021, de nulle part, je crois que je me couchais et j'ai vu sur Twitter qu'il y aurait une annonce en Australie concernant un accord technologique entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Je me suis dit que c'était intéressant, mais je n'y pensais pas beaucoup. Mais je me suis réveillé et ensuite, il y avait cet accord de partage de technologiques. L'Australie s'intéresse à des sous-marines nucléaires en raison des questions évoquées dans l'Asie-Pacifique. L'Australie avait un accord avec la France pour les construire, mais ça n'allait pas bien selon les Australiens. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes disent que le dîner de 2 heures des Français n'a pas très bien fonctionné. Chez les Australiens, les projets ont été retardés. Donc, le Royaume-Uni a facilité cet accord entre les États-Unis et l'Australie. Et si on pense que ça ne va pas très bien ici en France, il y avait vraiment une levée de bouclier en raison de cet accord. Et donc, les tensions entre la France et le Royaume-Uni étaient très élevées à cette époque. Au Canada, nous le voyons du point de vue du groupe de 5, c'est-à-dire le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et le Canada. C'est un accord de partage de renseignements, mais qui est devenu encore plus large. C'est des questions de politique, de sécurité, c'est des questions de la compréhension géostratégique du monde. Parfois, on parle des 5 pays plutôt que le groupe de 5, car c'est plus que les renseignements. Donc, d'avoir nos 3 amis parler de ces choses ensemble et de ne pas nous inviter. En fait, cela a suscité pas mal d'inquiétudes au Canada. Le Canada aime bien joindre les choses et le fait que nous n'y étions pas, c'était un problème. Donc, penchons-nous là-dessus. See here, sorry. So basically, I mean, before we kind of all lost our minds, I thought it might be worth discussing. Like, Donc, does it actually make sense ça for vaut la us? peine de poser la question, le Canada devrait-il être dans cet accord? Le Canada
ne joue pas un rôle sécuritaire dans la région Asie-Pacifique. Depuis longtemps, il n'y a pas d'alliance dans cette région depuis 1945. Et pour ce qui est des questions de sécurité, le Canada regarde typiquement vers l'ouest plutôt que vers l'est. Nous regardons vers l'Europe et donc l'Ukraine domine nos discussions en matière de sécurité, donc c'est compréhensible. Nous pensons typiquement à l'OTAN, aux alliances européennes. Nous ne pensons pas vraiment à cette région, l'Asie-Pacifique. Et c'est un problème. Certaines personnes diraient que Pékin est plus près du Canada qu'il est de l'Australie, pas en termes de menaces, mais typiquement, nous ne pensons pas du fait que l'Asie n'est pas très loin de nous. Et donc, cela explique cette situation malgré la taille de notre côte ouest. Nous avons des problèmes au niveau de l'approvisionnement. Donc, si c'est un accord de sous-marins, regardons les défis qui se sont présentés. Le ministre Annan se penche là-dessus et j'espère apporte des progrès. Nous aurons des avions, c'est le fun, mais nous n'arrivons pas à trouver les technologies dont nous avons besoin. Donc, si nous voulons aller de l'avant avec ce projet, est-ce que c'est logique d'inclure le Canada? Et finalement, des problèmes en matière de prolifération. Le Canada fait partie de plusieurs accords sur le nucléaire et donc il y avait certaines inquiétudes à cet égard. Ce que vous voyez ici sont quelques-unes des inquiétudes par rapport à cet accord. Nous avons fait des entrevues des personnes ici dans la communauté de sécurité. Nous avons aussi consulté nos amis américains et nos autres alliés avec qui nous partageons des renseignements. Et nous avons dit dans notre livre que la tendance des trois yeux est vraie. L'Australie, les États-Unis, le Royaume-Uni, ces pays sont très actifs. Ils contribuent aux discussions, mais ce n'est pas uniquement question de ce qu'ils partagent. Ils donnent aussi leur point de vue sans participer de façon active aux réunions. L'Australie est bien plus présente aux États-Unis que le Canada. L'Australie a plusieurs représentants au sein du département de la Défense, au sein des institutions de la sécurité nationale. Ils veulent être dans ces institutions. Et donc, les gens à Washington nous disent que les Canadiens ne visitent pas Washington. Même avant la COVID, on pourrait faire la visite en un seul jour, mais les ministres ne le font plus, les fonctionnaires non plus. Nous prenons pour acquise cette relation. Et donc, nous ne jouons pas de rôle très important dans le cadre de cette relation comparée à l'Australie. Donc, nos trois alliés vont de l'avant. Et cela s'explique par plusieurs facteurs. Nous vivons dans un quartier sûr sur le plan géopolitique. Le Canada n'investit pas dans sa relation. Nous ne sommes pas bien représentés. La quatrième chose que j'aimerais ajouter, c'est que nous n'avons pas de politique étrangère. Nous sommes un pays du G7 qui n'a pas de politique étrangère. Et selon les Canadiens, ou la majorité des Canadiens, ce n'est pas un problème. J'ai assisté à des réunions où j'ai dit, est-ce que nous ne devrions pas avoir une politique étrangère pour indiquer nos objectifs à nos alliés? Et en fait, on s'est moqué de moi. Et j'ai dit, c'est pour ça qu'on a une politique étrangère. Cela nous aide à fixer nos objectifs domestiques, mais cela aussi donne des informations quant aux objectifs vis-à-vis de nos alliés. C'est une question d'harmoniser nos intérêts. Mais les gens ne s'y intéressent pas. On pourrait parler aussi de notre politique en Asie-Pacifique. Ce document très attendu, peut-être c'est sur une étagère quelque chose, mais on a du mal à publier ces choses. Nous n'avons pas non plus de culture de renseignement ou de sécurité nationale. Nous sommes dans un quartier sûr. C'est une bénédiction pour notre pays. Mais alors que les menaces de sécurité nationale évoluent, les choses deviennent plus difficiles. Et AUKUS
en est le résultat. What should Canada actually do, which is actually Le Canada, que devrait-il faire? Nous avons besoin d'une politique étrangère. Je ne peux pas le formuler autrement. L'idée que nous pouvons être un pays réactif, cela n'est pas logique. Nous devons fixer des objectifs et avoir des politiques qui peuvent être comprises par nos alliés. Nous devons investir dans notre présence à l'étranger. La moitié de la vie, c'est se présenter, mais on ne se présente pas. Cela comprend des réunions sur le plan diplomatique. Nous avons besoin d'une présence plus robuste en Asie-Pacifique. Nous devons aussi nous attaquer à nos problèmes en matière d'approvisionnement. Le conflit en Ukraine nous donne une possibilité qui permettra cela. Quatrièmement, il y a la politique technologique. Donc, 5G et au-delà. La technologie n'est pas un enjeu domestique, mais un enjeu international. L'une de mes inquiétudes principales, alors que nous voyons l'évolution de cette relation AUKUS, ce n'est pas uniquement question de sous-marins, c'est aussi question d'accords technologiques, de partage de technologies. Si nous voulons rester dans le groupe des 5, nous allons devenir, nous serons assujettis aux décisions de nos alliés qui s'attendraient à ce que nous ayons les mêmes idées. Si nous ne sommes pas présents, ce sera tout un problème. Nous devons être présents au niveau de la technologie. Ces nouveaux domaines font partie de la politique étrangère maintenant et nous devons aussi définir nos priorités en matière de politique étrangère. Nous avons émis nos impressions sur le rôle de la cyberpolitique en relations étrangères. C'est excellent, mais on aurait dû le faire il y a 10 ans. C'est bien de réaliser des progrès, mais nous avons besoin d'énoncer de politique. Nous devons prononcer ces choses aux différents forums. Les gens en affaires globales nous disent que oui, nous partageons ces choses. On dit qu'on a une politique étrangère féministe et c'est bien, mais on ne l'explique pas. Nous devons mieux définir cette politique et disséminer nos idées. Il y a beaucoup de personnes très intelligentes au sein du gouvernement, donc nous devons essayer. Il me semble qu'il me reste 1 minute, donc voici mes impressions. Merci de l'invitation et j'ai hâte d'entendre la présentation de M. Newman. Merci de votre présentation. Et nous allons maintenant passer à la présentation de Don Newman. Don Newman a commencé sa carrière à CTV où il était correspondant à Washington entre 1972 et 1976. Ensuite, il s'est tourné vers Radio-Canada. Il était animateur de This Week in Parliament de 1981 à 1983. Il a aussi été animateur à Radio-Canada. Il était présent lors d'événements politiques très importants. Il s'est vu décerner le prix Charles Lynch en 1998 et il est devenu membre de l'Ordre du Canada en 1999. En 2009, il a fait sa dernière diffusion et ensuite il a pris sa retraite. Monsieur Newman, à vous la parole. Merci. Ça me fait plaisir de faire partie d'un panel avec Stéphanie. J'ai pris beaucoup de notes. Je tire toujours des enseignements de Stéphanie. Mais cependant, nous avons certaines divergences d'avis. AUKUS, et je crois que c'est la bonne façon de le prononcer, AUKUS a suscité de vives réactions lorsqu'il a été annoncé lors des élections. C'est un accord sur les sous-marins nucléaires. C'est un accord sur la mer de Chine orientale et c'est question des Américains qui veulent plus d'alliés dans cette région. Ils veulent que les autres acteurs achètent des sous-marins. C'est aussi un accord à long terme. Les premiers sous-marins australiens entrent en service en 2040. Entre-temps,
Ils vont en louer des Britanniques. Ils ne seront pas nouveaux, mais ils seront quand même des sous-marins nucléaires. À l'époque, le premier ministre Trudeau a dit que nous intéressons pas aux sous-marins nucléaires. Cependant, il y avait un plan. Il va peut-être ne pas être concrétisé, mais il y a un plan d'avoir des sous-marins nucléaires. Mais comme l'a dit Stéphanie, notre processus d'approvisionnement est si faible que peut-être nous ne recevrons jamais ces sous-marins. Je suis optimiste que nous aurons des avions. On a discuté de ces avions lors du gouvernement libéral en 1997. On les a oubliés en 2015. En fait, c'était un premier ministre libéral qui les a oubliés. Et maintenant, en 2022, ils sont à nouveau ils font à nouveau l'objet de discussions. Ils n'ont pas encore été construits et on ne sait pas lorsqu'ils seront disponibles. Et une autre chose qui cible la région asiatique, c'est le programme de navires de combat où on remplace les anciens navires avec 15 nouveaux types de navires qui ne sont ni frégates ni, ni et en fait, le coût était censé être 60 milliards de dollars pour tous ces navires. Ça atteint maintenant 80 milliards de dollars. Et donc, peut-être, Stéphanie, vous pourriez m'expliquer comment les coûts augmentent sans les construire. On a pris l'engagement de commencer la construction de 3 bâtiments, mais cela n'a pas encore été fait. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Nous ne devrions pas paniquer. En fait, cet accord était pour cibler une zone particulière et nous n'avons pas d'intérêt dans ces régions. Et cependant, nous sommes membres de NORAD, qui a été amélioré pour la dernière fois dans les années 80. Et nous avons pris l'engagement de mettre à niveau NORAD et c'est peut-être question de sous-marins car NORAD protège les approches au nord vers l'Amérique du Nord. C'était pour nous protéger de l'Union soviétique. Et donc, sous la glace dans l'océan Arctique, qui est toujours là pour le moment, nous avons besoin de sous-marins. Nous avons besoin de sous-marins nucléaires et c'est difficile d'entreposer du carburant pour ces sous-marins, mais les sous-marins nucléaires peuvent parcourir le monde entier sans avoir besoin de carburant. Ces sous-marins, donc, seront dans l'océan Arctique et peut-être ailleurs aussi. Si les Australiens attendent jusqu'en 2040, il me semble que les nôtres seront prêts 15 ans après. Donc, vous ne devriez pas vous attendre à être à bord de l'un de ces sous-marins, à moins que vous soyez très jeune. Une autre chose très importante, et j'appuie ce qu'a dit Stephanie, nous devons régler nos problèmes en matière d'approvisionnement et en matière de nos objectifs. Nous sommes alliés des Américains avec l'OTAN et avec NORAD depuis un certain temps. Nous avons eu un accord de partage de technologies de défense avec les Américains dans les années 1950. On a généré pas mal d'argent durant la guerre au Vietnam, car nous avons fourni pas mal d'équipements aux Américains à cette époque. Et donc, nous sommes liés aux Américains de cette façon. Et pas mal d'officiers canadiens servent dans les forces armées américaines. Et ils servent à Tampa Bay, là
où on a le US Southern Command et c'était là où on a planifié la guerre en Irak. Lorsque le premier ministre chrétien a décidé que nous n'allions pas en Irak, principalement parce qu'il a regardé un débat au Québec où tous les participants portaient des t-shirts qui disaient pas de guerre en Irak. Et donc, ceux qui appuyaient cette guerre ont dû démissionner. Donc, nous sommes très liés aux États-Unis et nous ne devrions pas avoir peur d'être mis de côté par les Américains. Donc, le nouveau plan asiatique a été plus ou moins terminé. Cependant, le gouvernement est réticent de publier ce plan et selon les dernières informations que j'ai eues, il allait le rendre public de façon graduelle. Et c'est donc le nouveau plan pour l'Asie-Pacifique du Canada. Nous n'allons pas confronter les Chinois en disant nous voilà, voici notre plan, que vous l'aimez ou non. Et la même chose s'applique à Huawei. C'est question du groupe des 5. Nous sommes le seul pays du groupe des 5 qui n'a pas interdit la présence de Huawei au sein de nos réseaux téléphoniques, car c'est quelque chose qui pourrait être utilisé aux fins d'espionnage. Et donc, les sociétés de télécom du Canada ont décidé d'utiliser d'autres fournisseurs, par exemple Ericsson en Scandinavie, et Huawei n'a pas été approuvé, mais cependant, nous n'allons pas l'exclure. On pourrait dire que c'est une stratégie intelligente, mais en fait, c'est un peu malhonnête. Peut-être nous devrions dire que non, nous n'appuyons pas ce que font les Chinois qui font de l'espionnage vis-à-vis de notre pays. Nous pourrions mieux nous sentir à propos de ce que nous faisons. Et la même chose s'applique à nos alliés. Et peut-être nous aurions une meilleure posture et nous achèterions ces équipements militaires dont nous avons besoin. Ensuite, nous pourrions mieux participer à la planification. Nous avons été mis de côté et c'est triste car nous avons des traditions au Canada qui sont très fières. Durant les 2 guerres mondiales, nous avons joué un rôle très, très important. Donc, je ne comprends pas pourquoi. En fait, je le comprends, c'est pour des raisons politiques. Dans les années 80, dans les années 70 et 80, il y a eu un virage. Le NPD, en fait, nous a suggéré de quitter l'OTAN, mais maintenant, c'est tout le contraire. En fait, ils chantaient les louanges, ils chantent maintenant les louanges de ces entités. Pierre Trudeau, en fait, avait l'impression que peut-être qu'ils avaient raison. En 1970, il y avait 10 000 soldats canadiens en Europe et finalement, il a réduit ce nombre à 5 000. Donc, les Européens et les Américains avaient l'impression que nous n'étions pas de bons alliés. Cette réputation a perduré. Par rapport à l'AUKUS, oui, nous aurons l'OTAN si AUKUS comprend toute la région de l'Asie-Pacifique. Si le Japon y participe, ça se peut que nous allons y participer. Mais à l'heure actuelle, pour nous, ce n'est pas quelque chose de très important. Nous avons assez de problèmes avec les Américains, avec NORAD et avec l'OTAN. Donc, le fait que nous avons été exclus de cet accord, ce n'est pas mauvais. Beaucoup d'autres pays n'ont pas eu d'informations sur cet accord, y compris les Français. Ils voulaient éviter une fuite et les gens qui n'y participaient
peut-être seraient en colère. Mais en fait, les Français étaient vraiment en colère lorsqu'ils ont perdu leur contrat de construction de sous-marins. Mais en fait, nous n'avons rien perdu. Nous avons beaucoup à faire sans cet accord et nous devons poursuivre ces choses. Merci. Nous allons passer aux questions. Nous en avons déjà quelques-unes. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Et si elles s'adressent à un conférencier en particulier, la première question, c'est pour Stephanie Garvin. Est-ce que le Canada a jamais été un pays qui a formulé des règles ou est-ce qu'il a toujours été un pays qui accepte les règles? Une très bonne question. Nous sommes pouvoir intermédiaire. Donc, sur le plan historique, nous avons joué des rôles très importants, notamment dans le domaine de l'aide humanitaire, l'interdiction des mines terrestres, la responsabilité de protéger. C'était une initiative financée par les Canadiens. Peut-être c'était un désastre, mais on avait suggéré des idées. Donc, nous nous efforçons de suggérer des idées pour régler ces problèmes. Et j'aimerais reprendre ce qu'a dit Don Newman. Je suis d'accord pour dire que AUKUS n'est pas très important, mais la chose très importante, c'est que cet accord est symptomatique d'une tendance dans la politique étrangère, que nous ne faisons pas ce qu'il faut, nous ne prenons pas au sérieux la politique étrangère. Je n'ai pas entendu cela sur notre politique vis-à-vis de l'Asie-Pacifique par rapport à la décision Huawei. En fait, ce n'est pas une décision Huawei. Le gouvernement essaie de créer une politique générale sur le 5G. Si Huawei sera interdit, ce ne sera pas un succès sur le plan juridique. C'est un processus qui est très complexe. Donc, cela est en cours. Et donc, lorsque le gouvernement dit qu'il a une politique et puis 5 ans plus tard, la politique n'existe pas, c'est vraiment ridicule. Merci. Et au sujet de notre politique vis-à-vis de l'Asie-Pacifique, M. Don Newman a parlé du fait que le gouvernement avait l'intention de faire une fuite. Mais pourquoi le plan n'a pas été encore rendu public ou pourquoi a-t-il disparu? Peu importe les étapes à venir. Est-ce que c'est pour moi? Je vais commencer. Stéphanie? Moi, je pense que plusieurs choses sont arrivées. Le gouvernement était très frustré et il ne savait pas quoi faire au sujet des deux Michaels, Michael Spavor et Michael Kovrig, qui étaient détenus en Chine en réponse à l'arrestation de la représentante de Huawei. Nos politiques vis-à-vis de la Chine ont donc disparu. On ne voulait pas mettre à risque les deux Michael et on ne voulait pas non plus nous rendre. Les Chinois comprenaient cela. Il a fallu très longtemps avant de commencer le procès. Ils ont été trouvés coupables. Finalement, l'un des Michael a reçu une condamnation et nous travaillons avec Dominic Martin, notre ambassadeur, qui est allé à Washington et qui a facilité l'accord entre les Américains et les Chinois. Et finalement, les Michael sont retournés chez nous. Donc, nous avons adopté une posture assez lâche vis-à-vis des deux Michael et cela s'est appliqué à toutes nos affaires avec la Chine. On ne voulait pas les mettre à risque. Merci beaucoup. Et la Dr. Garvin, vous voulez ajouter quelque chose? Non? Je crois que ce gouvernement a des difficultés. Bon, on n'adapte pas beaucoup de lois.
et on a la misère à passer à l'acte et dont on a l'impression qu'il ne veut pas prendre des décisions, ne veut pas prendre des choix, on veut être aimé par tout le monde. Alors peut-être c'est une raison pour laquelle c'est le cas. Oui, c'est aussi le fait qu'il y a très peu de gens là au cabinet qui ont des intérêts, qui s'intéressent à la politique étrangère. Bon, le seul, ben, s'est jamais rendu au cabinet, c'est Andrew. Je me rappelle pas de son nom de famille. Andrew Leslie? Oui, c'est ça, oui. Bon, ils avaient Ralph Goodale, qui était ministre de la Sécurité publique, qui était fantastique, qui apportait beaucoup de réformes pour notre architecture de sécurité publique. Il a fait un bon travail. Ministre Anand, elle aussi, elle va bien faire. Je suis désolé, je vous interrompre, mais les gens, bon, habituellement, qui s'intéressent à la politique étrangère ne sont pas au cabinet. Il y a aussi le député John McKay, je crois qu'il s'appelle. Bon, il y a un bon nombre de députés et nous avons vu un bon nombre de députés libéraux qui étaient là hier soir. Et c'était intéressant parce que peut-être on n'aurait pas pu voir cela il y a 5 ans, mais on le voit maintenant. Alors peut-être on s'intéresse beaucoup plus de cela au niveau des députés et on a vu le fait qu'ils sont prêts à voter contre les conseils de ministres sur, par exemple, plusieurs dossiers. Alors, c'est intéressant de voir que les conseils des ministres sont réticents à avancer, mais les députés sont beaucoup plus ambitieux. Oui, bon, écoutez, cela nous montre bon, comment c'est le gouvernement Trudeau. Bon, nous avons une politique étrangère féministe et on a une femme comme ministre des Affaires étrangères et c'est bien. Bon, et ça veut dire quoi, une politique étrangère féministe? Bon, ils l'ont jamais définie. Et bon, moi je crois, bon, c'est bon, c'est une bonne chose, je suis pas contre, mais qu'est-ce que ça signifie? De quoi s'agit-il, justement? Bon, je ne suis pas pour, moi je suis pas contre parce qu'on ne connaît même pas ce que c'est. Bon, si ça c'est une politique étrangère féministe, bon, c'est pas assez profond. Très bien, merci beaucoup pour les réponses. Nous avons 2 autres questions. Pour Monsieur Newman, si AUKUS n'est pas bon pour le Canada, est-ce que c'est le moment de se pencher sur autres accords pour le regroupement dans l'Indo-Pacifique? Devrions-nous travailler avec d'autres partenaires à part le Japon? Bon, AUKUS, peut-être c'est bon pour le Canada. Bon, si ça comprend plus bon, tout le Pacifique, et si un pays comme le Japon faisait partie, bon, je crois aussi on devrait se joindre. On serait là avec le Japon. Bon, écoutez, au final, bon, les partenaires traditionnels de sécurité sont ceux sur lesquels on peut dépendre et vice-versa. Et comme Stéphanie a dit, il faut leur donner assez de force, comme ça, on peut dépendre de nous. Bah oui, et je crois qu'on peut être fiable. Mais si on avait de l'équipement qui fonctionnait, et qui pouvait être prêt là pour fournir un soutien dont ils ont besoin, bon, ça serait bien. Et ça serait bien aussi d'avoir assez de personnes dans les services armés. Et quand on doit faire appel à eux, ils sont prêts à se présenter. Très bien, merci beaucoup. Une question ici pour vous deux, s'il vous plaît. Alors la question, le droit canadien, comment est-ce que ça peut rattraper les technologies telles que les entreprises de télécommunications? Est-ce que cela contribue à l'espionnage des Canadiens? Alors, quand on bannit Huawei de croire que cela va rendre le Canada beaucoup plus sécuritaire, bon, ça c'est un mythe. Bon, toutes les technologies ont des vulnérabilités et la Chine n'a pas besoin de Huawei pour espionner. Et elles le font maintenant avec des entreprises non chinoises. Alors, il y a cette idée, cette fausse idée de sécurité. Mais le problème, c'est que Huawei a des pratiques anticoncurrentielles. L'entreprise essaye d'avoir un monopole de la technologie et essaye de le faire avec beaucoup d'aide à ces entreprises, que ce soit pour la propriété intellectuelle, c'est un soutien économique pour qu'elles puissent donc prendre le devant sur toute autre entreprise. Et voilà le problème, c'est que Huawei essaie de contrôler, d'avoir un monopole
Et oui, c'est mauvais parce que oui, on dépendrait donc de la Chine pour notre sécurité, pour la technologie qu'on utilise dans nos communications au quotidien. Et oui, ça nous rend beaucoup plus vulnérables vis-à-vis de plusieurs points. Mais c'est à cause du fait que la compétition en concurrence nous mène à des bonnes pratiques. Alors, si on a très peu d'entreprises qui sont d'équipements 5G ou 6G, bon, cela représente un défi qu'ils n'auront pas de bonnes pratiques parce que c'est comme ça. Alors, Huawei, oui, c'est un problème économique. Bon, c'est pas un défi de sécurité. Bon, cela est le cas étant donné tous les défis qui existent sans la technologie. Alors, le droit canadien. Huawei, c'est le début. Bon, c'est pas la fin de la conversation. Alors là, c'est tout simplement le début. Nous devons avoir des politiques établies. Comment sentons-nous des entreprises étrangères qui viennent ici pour acheter beaucoup de données ou d'entreprises qui possèdent toutes ces données sur les données biométriques, bon, tendance de la vie ou des données sur les dépenses et de ramener cela là dans leur pays, là où on peut utiliser tout cela pour des algorithmes spécifiques. Comment sentons-nous des entreprises qui font de la reconnaissance du visage, l'intelligence artificielle, l'apprentissage mécanique? Ce que nous avons besoin, c'est des politiques qui examinent des plateformes. Alors, si une entreprise fait, par exemple, X type d'activité, voilà où nous pouvons passer des réglementations. Dernière chose, je ne crois pas que les gens comprennent bon, qu'on a la loi d'investissement Canada qui est notre outil le plus sophistiqué pour la sécurité. En fait, c'est même plus puissant qu'un mandat parce qu'il y a très peu de surveillance. Bon, à part, bon, on peut, bon, c'est une boîte noire et des conversations qui ne se font pas en public. Beaucoup de notre sécurité en dépend. Nous avons besoin non de bannir Huawei, mais d'une politique sur la technologie de télécommunication. C'est la façon dont on va pouvoir se rattraper. Je suis tout à fait d'accord avec Stéphanie pour ce qui est de l'évaluation de l'investissement étranger. Bon, c'est comme une chambre clos. Mais pour ce qui est de Huawei, là, on n'a pas l'opportunité d'espionner, tout simplement. Et la raison pour laquelle on nous a enlevé des Five Eyes, c'est parce que on a quelques accès. L'Australie, le Royaume-Uni, les États-Unis, ils s'intéresseraient beaucoup plus probablement que nous. Et l'autre chose pour ce qui est des entreprises étatiques, c'est que en Chine, ces entreprises travaillent pour le gouvernement. Et si le gouvernement leur dit de dire quoi que ce soit, ils doivent obéir. Et c'est la façon dont ces entreprises survivent. Si le gouvernement dit, écoute, il faut faire des écoutes quand le président parle au président, bah, ils vont le faire. Et ils vont ensuite se faire rapport. Peut-être ils vont pas apprendre quoi que ce soit, mais il y a la possibilité. Et c'est la raison pour laquelle les autres pays ont banni et les ont bannis. Et c'est la raison pour laquelle nous aussi, on va les bannir. Merci beaucoup pour les réponses. Une autre question pour vous deux. Comment pouvons-nous s'attaquer aux défis des entreprises qui travaillent avec des agences de renseignement en Chine, par exemple? Comment est-ce qu'on peut avoir une confiance vis-à-vis de ces entreprises? Alors, je ne crois pas qu'on peut faire confiance. Il faut faire la même chose que nous avons fait avec Huawei. Alors, il faut les considérer comme s'ils sont des agents de l'État parce que c'est ça le cas. Peut-être ils ne sont pas des agents formels de l'État. Mais, bon, ce n'est pas la seule raison pour laquelle ils existent, mais écoutez, la Chine a un côté de surveillance important et Huawei, certainement, peut écouter chaque conversation des 1,6 milliards de Chinois qui existent. Alors, il faut les traiter de cette façon. Il faut dire tout simplement, voilà, c'est ce qu'ils sont. Bon, et bon, nous n'allons pas donc être dupés. Alors, la façon dont je pense à ces entreprises, c'est que, bon, au Canada, pardon, en Chine, vous avez des entreprises étatiques
Bon, c'est à peu près un quart de toutes les entreprises en Chine. Il y a aussi d'autres entreprises champions étatiques. Et bon, comme on vient de dire, bon, certainement, on peut forcer les entreprises à faire des activités. Il faut prendre cela en compte. Je dirais qu'il faut être prudent. Bon, il y a un processus qui peut prendre tout cela en considération. Mais écoutez, ça, c'est une cible mouvante. En 2017, 2018, si on croyait, si on se disait, si c'était un problème, si ces entreprises commencent à acheter des maisons de retraite au Canada. Probablement non, mais dans un Canada post-pandémie, peut-être on examine cela de façon différente. Alors, ça change. Alors, il faut contextualiser les choses. Et c'est la raison pour laquelle ça peut prendre presque 1 an, 200 jours pour que le cabinet prenne une décision là-dessus, parce que c'est une situation complexe. C'est une décision complexe quand il s'agit des investissements de l'étranger. Merci beaucoup pour les réponses. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, on va pouvoir conclure le troisième panel et la conférence. Merci beaucoup à vous deux, encore une fois. Merci beaucoup d'être venus, Stephanie Carvin et Don Newman. Merci beaucoup pour l'interaction, bonne partie du panel. Merci. Alors, comme vous avez dit plus tôt, la Dr Carvin, quand on discute de la Chine et le rôle du Canada vis-à-vis de tout cela, c'est beaucoup plus important maintenant, surtout avec ce qui se passe en Russie, l'invasion de la Russie en Ukraine. Mais comme nous avons vu ici avec la conférence que cela est pertinent. On a parlé de Taïwan par rapport à ce qui se passe là-bas. Bon, écoutez, alors merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter de cette question très intéressante. Merci. Merci à vous.